Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette réunion de questions-réponses sur la thématique de la vaccination. Vous avez certainement beaucoup de questions et donc c'est le bon canal. En effet, dans les 90 minutes à venir, nous allons pouvoir poser les questions directement donc à notre ministre de la Santé, Madame Paulette Lehnert, ainsi qu'au directeur de la Santé, Monsieur Jean-Claude Schmitt. Je m'appelle Nathalie Reuter et c'est avec plaisir évidemment que je vais modérer cette conférence en ligne. Participer, eh bien c'est très simple. Vous pouvez nous envoyer donc un SMS sur le numéro donc que vous voyez apparaître. Vous avez la possibilité également donc de faire des commentaires et de poser des questions directement donc sur YouTube. La pandémie du coronavirus nous tient en haleine depuis quasiment un an et elle domine véritablement l'actualité quotidienne. Heureusement, nous voyons tout doucement la lumière au bout du tunnel, puisque nous avons maintenant donc la campagne de vaccination qui a été lancée il y a un mois au pays, au Luxembourg. Les attentes sont évidemment très fortes. Il y a également des personnes qui hésitent et qui certainement se posent énormément de questions. Qui est prioritaire? Quand va-t-on recevoir le vaccin? Quels sont les critères également qui sont retenus de manière à pouvoir vacciner quelqu'un? Je tiens donc à souhaiter la bienvenue à notre ministre de la Santé, Madame Paulette Lehnert. Donc bonsoir, Madame la ministre, et au directeur de la Santé, le docteur Jean-Claude Schmitt. L'objectif de la stratégie de vaccination donc, est avant tout de pouvoir protéger, ou consiste avant tout à pouvoir protéger les personnes vulnérables. Étant donné que pour le moment, il n'y a pas suffisamment de vaccins disponibles, de doses disponibles, donc il faut évidemment prendre des décisions par rapport aux personnes qui sont prioritaires. Et c'est la raison pour laquelle le plan proposé par l'État donc, est un plan en 6 phases. Nous allons regarder une petite vidéo. Donc, quand vais-je pouvoir recevoir mon vaccin? Donc, toute la vaccination va se faire en phase. 1,8 million de doses sont actuellement commandées. Et elles arrivent petit à petit. Dans la première phase, nous allons vacciner le personnel du secteur des soins de santé ainsi que les résidents des maisons de retraite. Alors ensuite, les personnes handicapées qui vivent dans une structure d'accompagnement. Dans la deuxième phase, les personnes de plus de 75 ans ainsi que les personnes fortement vulnérables. Dans la troisième phase, les personnes âgées de 70 à 74 ans ainsi que les personnes suffisamment vulnérables. Dans la quatrième phase, les personnes de 65 à 69 ans, ainsi que les personnes avec une vulnérabilité modérée. Dans la cinquième phase, les personnes âgées de 55 à 64 ans, ainsi que les personnes qui présentent un risque. Et dans la sixième phase, les personnes âgées de 16 à 54 ans, ainsi que les personnes dans une situation de précarité économique ou les personnes qui sont exposées en raison de la nature même de leur activité. En gros, donc, faisons-nous vacciner, et vous avez la référence du site internet. Alors, pour prendre une décision par rapport aux phases, est-ce que c'était facile? Non, en fait, c'était une décision particulièrement difficile. C'est vrai que nous avons donc un certain nombre de doses qui sont disponibles. Vous avez des gens qui attendent la vaccination, donc il faut pouvoir avoir suffisamment de temps, suffisamment de connaissances également pour prendre cette décision et pour essayer de garantir aussi une efficacité maximale. Ça, c'est notre objectif. Et donc, sur base des connaissances que nous avons, nous voulons donc évidemment créer un effet maximum et essayer de combattre cette pandémie. Alors, bien sûr, nous ne pouvons pas prendre tout le monde en même temps. Il y a des experts également qui nous conseillent. Donc, nous sommes bien entourés pour pouvoir prendre ce type de décision. En effet, la vaccination donc, est certainement la meilleure façon de pouvoir battre ou combattre les maladies infectieuses. Maintenant, est-ce que cela fonctionne? Eh bien, pour que ça fonctionne, il faut que chacun participe. En fait, chaque personne représente donc un élément du puzzle. Monsieur Schmitt, par rapport donc à cette vaccination, que répondriez-vous donc à des personnes qui peut-être préfèrent attendre ou qui hésitent? Pourquoi est-il important justement de lancer une campagne de vaccination? Alors effectivement, c'est extrêmement important que les gens participent. C'est ça la clé du succès.
Et si on veut arrêter cette pandémie, eh bien, la participation de chacun est importante. Il y a effectivement des gens qui se posent des questions et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait judicieux également dans cette situation tout à fait extraordinaire, exceptionnelle. Il est normal donc de se poser des questions et ça nous encourage aussi donc à réfléchir et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que nous voulons répondre à cette question, à ces questions. Parce que nous avons consulté, nous consultons donc des tas de médecins, d'experts, du personnel soignant, des gens donc, qui sont bien au courant de la question et qui sont des ambassadeurs pour pouvoir donc faire passer cette information auprès du public. Et ce que nous allons faire ce soir, eh bien, c'est justement participer à cette campagne de vaccination quelque part en répondant donc aux questions. Oui, effectivement, donc l'objectif c'est de faire en sorte qu'un maximum de gens puissent se faire vacciner. En effet, dans le passé, on a déjà vaincu de nombreuses maladies infectieuses grâce à la vaccination. Et il faut aussi donc réfléchir à la façon d'informer, d'expliquer les choses. Et je vous propose de voir un petit peu donc quelles sont les questions qui nous ont déjà été envoyées. Questions qui nous sont posées. La première, donc, celle-ci, nous allons donc continuer à acheter des vaccins dans les prochaines années. Est-ce qu'ils seront efficaces contre les mutations du virus? Donc, est-ce que c'est prévu de continuer donc à acheter des vaccins dans les années à venir si l'on se retrouve face donc à des variants du virus? Alors, oui, bien sûr, nous suivons évidemment cette pandémie de très près. Si nous avons de nouveaux besoins et des besoins pour de nouveaux vaccins également, eh bien, nous allons continuer donc à acheter ces vaccins. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Nous essayons bien sûr de travailler étroitement avec les producteurs. Les entreprises qui produisent ces vaccins donc, sont avec nous, elles nous accompagnent, c'est leur travail en fin de compte de voir si les vaccins fonctionnent et comment ils peuvent encore mieux fonctionner. Et ici au ministère, nous sommes tout à fait d'accord d'investir si de nouveaux besoins évidemment se présentent. Bon, on ne souhaite évidemment pas qu'il y ait des variants du virus, mais bon, on se pose des questions par rapport aux années à venir. Et nous ne connaissons pas donc l'avenir. C'est une pandémie qui est en cours actuellement. Et s'il y a effectivement donc besoin de vaccins, eh bien nous les achèterons au fur et à mesure. La question suivante, donc, est-ce qu'éventuellement je dois communiquer donc des allergies avant de me faire vacciner? Alors oui, c'est important. Donc, quand vous allez recevoir l'invitation pour pouvoir vous inscrire, donc au moment où vous allez sur guichet.lu, vous allez donc devoir remplir un formulaire. Et dans ce formulaire, vous avez toute une série de questions, et notamment donc une de ces questions concerne les allergies. Et je peux déjà donc à ce moment-là accéder à certaines informations. Les personnes de toute façon qui se font vacciner sont suivies médicalement et elles doivent discuter avec leur médecin traitant des éventuelles allergies et des problèmes qu'elles peuvent rencontrer. Et il y a bien sûr donc les médecins en qui vous avez confiance, le médecin de famille qui peut vous guider. Alors, quels sont les vaccins qui existent ici? Est-ce que l'on envisage également d'acquérir le vaccin de Johnson & Johnson au Luxembourg? Alors, pour le moment, nous avons donc 3 vaccins. Nous avons Pfizer-BioNTech, le premier donc, que nous avons déjà reçu. Nous avons Moderna et depuis quelques jours également AstraZeneca, qui n'est pas encore là physiquement, mais qui va arriver donc, au Luxembourg dans les prochains jours. Ce sont donc 3 vaccins qui ont été certifiés, approuvés par l'Agence européenne des médicaments et qui peuvent être utilisés par rapport à Johnson & Johnson. Donc effectivement, c'est comme on dit chez nous dans les tuyaux. Nous attendons donc l'autorisation. L'autorisation n'a pas encore été demandée formellement, donc on peut supposer qu'il va falloir attendre quelques semaines. Alors la question suivante concerne donc AstraZeneca par rapport à Moderna. Comment peut-on donc accepter AstraZeneca qui n'est efficace apparemment qu'à 70%? Alors, il faut faire très attention aux chiffres qui sont avancés. Ce sont en fait des informations qui parfois sont contradictoires. Chez AstraZeneca, donc, il y a toute une série d'études qui ont été faites, donc une efficacité de 70% moyenne, mais il faut aussi donc, approfondir quelque peu les études. En fait, les informations définitives vont suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois à mesure que les gens sont vaccinés, évidemment. Et donc, c'est en fait un vaccin qui est déjà utilisé dans toute une série de pays, notamment donc en Grande-Bretagne, et qui semble être tout à fait positif, avoir des effets plutôt positifs. Donc, on peut être rassuré également. Comment est-ce que l'on obtient donc ces vaccins? Bien, en fait,
Et vous avez donc toute une discussion par rapport donc, au vaccin d'AstraZeneca. Donc nous avons simplement moins d'informations pour les personnes de plus de 65 ans. Et donc il y a un certain nombre de pays qui ont décidé, donc par principe de précaution, d'utiliser les autres vaccins plutôt que celui-là. Bon, ici au Luxembourg, ce sera peut-être la question suivante. Nous allons voir évidemment par rapport à ce que le Conseil supérieur des maladies infectieuses nous conseille. Quand les frontaliers nés en 1965 seront-ils vaccinés? Alors ça, c'est une question pour Madame la Ministre. Alors, dans la première phase, nous incluons les frontaliers, mais vous savez que l'attribution, les commandes de l'Union européenne sont calculées en fonction des résidents, du nombre de résidents. Et donc, chaque pays va recevoir un certain nombre de vaccins, de doses qui vont pouvoir couvrir la population. Donc, en clair, en principe, les frontaliers ne devraient pas être vaccinés ici au Luxembourg, à quelques exceptions près. Et donc, c'est le cas donc, de la première phase pour pouvoir créer ce fameux cordon sanitaire. Donc, on a quelques catégories professionnelles dans le secteur des soins de santé, notamment. Ce sont des gens, vous avez des secteurs dans lesquels vous avez énormément de frontaliers et ces frontaliers sont en contact avec des malades. Donc, ça, c'est le principe de l'Union européenne, c'est que chaque pays reçoit donc une certaine quantité de doses pour couvrir sa propre population et c'est calculé véritablement donc, en fonction du nombre d'habitants. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'autres phases qui concernent les frontaliers directement. C'est d'abord pour les résidents au Luxembourg et un certain nombre de métiers où là, éventuellement, donc, les frontaliers peuvent être inclus, mais ce n'est pas un principe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc cette catégorie ces catégories d'âge, mais qui ne concernent pas les frontaliers. Alors, a-t-on suffisamment, donc une fois qu'on aura suffisamment de vaccins des différentes entreprises pharmaceutiques, comment pourra-t-on évaluer donc les avantages d'un vaccin? Alors, le choix du vaccin, c'est en fait un choix médical. Nous avons donc les premières indications qu'AstraZeneca, par exemple, ne convient peut-être pas pour une certaine catégorie d'âge, certaines catégories démographiques. D'autres vaccins vont peut-être sortir et convenir à d'autres catégories de la population, d'autres classes de la population. Donc ce sont des questions qui se posent et effectivement, donc, si nous avons plus de vaccins sur le marché, eh bien, nous arriverons donc à un moment dans une situation où nous aurons donc le choix. Pour le moment, donc, le choix est relativement limité. Nous avons commandé de nombreuses doses de vaccins. Bon, elles arrivent petit à petit. Ça, on le sait. On sait que ça prend du temps. Et dans les centres de vaccination, quand vous y êtes invité, donc vous n'aurez pas le choix. Alors, si vous avez donc une maladie pulmonaire, donc où est-ce que vous vous situez dans les différentes phases? Donc ça, c'est dans la phase 3. Donc un petit peu plus tard. Nous sommes pour le moment donc dans la phase 1 qui arrive à son terme tout doucement. Donc nous allons passer ensuite à la phase 2, notamment donc les patients soignés pour le cancer. Et ensuite, vous aurez donc la phase 3 où vous avez notamment toutes les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires lourdes, évidemment, donc qui présentent une vulnérabilité élevée. C'est pas les gens qui fument et qui ont des bronchites chroniques, par exemple, qui toussent, ce n'est pas ça. Ce sont donc des personnes, ça concerne des personnes qui sont en manque d'oxygène, qui ont besoin éventuellement même d'une assistance respiratoire, etc. Les personnes qui souffrent d'asthme, mais dans les formes les plus graves, bronchite chronique, etc. Les gens qui doivent être traités donc à la cortisone. Ce sont ces personnes-là qui seront prioritaires. Les gens qui ont des problèmes moins graves ne sont pas prioritaires. Alors, comment va-t-on recevoir donc ces invitations? Comment chaque résident va-t-il recevoir son invitation? Alors, bon, on est dans les spéculations. Pour le moment, il y a encore un certain nombre d'inconnus, évidemment. Donc, quand, comment, en quelle quantité, etc. Bon, nous espérons bien évidemment que ça va pouvoir se faire aussi rapidement que possible. Bon, nous
nous avons investi là-dedans, nous essayons donc de faire les choses le plus rapidement possible. On nous pose souvent les questions, mais il y a un certain nombre de points d'interrogation actuellement, notamment par rapport aux livraisons, par rapport à la rapidité de la production, etc. Donc on spécule énormément et il est assez difficile de fixer des dates sur ces vaccinations. Donc on espère pouvoir le faire le plus rapidement possible et nous engageons donc dans ce sens. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir vacciner tout le monde le plus rapidement possible, mais il y a encore un certain nombre d'inconnus. Voilà. Oui, on avait annoncé déjà Pfizer pour l'automne. Oui, effectivement, ça aurait été très bien. Alors, vous allez voir maintenant dans un clip vidéo comment vous pouvez prendre rendez-vous donc dans un centre donc pour la vaccination. Comment puis-je prendre rendez-vous? Alors, premièrement, vous allez donc recevoir un code dans votre lettre d'invitation. Ensuite, vous allez sur covidvaccination.lu. Ensuite, vous cliquez sur « Prendre rendez-vous pour une vaccination ». Vous allez être renvoyé vers guichet.lu. Vous cliquez ensuite sur « Prise de rendez-vous ». Vous suivez les instructions donc pour confirmer votre rendez-vous. Et vous avez également la date du deuxième rendez-vous pour la seconde dose. Et voilà, donc l'encouragement à se faire vacciner. Et pour rappel, la vaccination donc se fait gratuitement. Voilà, nous allons poursuivre avec les questions. Les gens qui ont déjà eu le Covid-19 sont-ils ou ne sont-ils pas prioritaires? Donc, nous ne faisons pas de différence. Les invitations donc, partent indépendamment du fait que l'on ait eu ou pas le Covid. Pourquoi? Bien parce que nous ne savons pas en fait si c'est nécessaire de vacciner ou pas ceux qui ont déjà eu. Donc, nous ne faisons pas de différenciation. Il n'y a pas suffisamment de données pour le moment. En France, AstraZeneca donc, va pouvoir passer par les pharmacies. La vaccination va se faire dans les pharmacies. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas commencer à utiliser AstraZeneca chez nous? Alors AstraZeneca va arriver donc dans les prochains jours, donc en principe la semaine prochaine. À ce moment-là, donc les invitations vont être envoyées. Bon, on attend jusqu'à ce que l'on ait évidemment un stock suffisant et que l'on ait donc la confirmation de la livraison. À ce moment-là, donc les invitations sont envoyées pour ne pas faire venir des gens dans des centres de vaccination alors qu'on ne peut pas les vacciner évidemment. Et donc à ce moment-là, on pourra utiliser effectivement donc AstraZeneca. Ce sera aussi rapide qu'en France. Comment classez-vous, comment déterminez-vous plutôt qu'une personne est vulnérable? Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile, parce qu'on n'a pas de liste de vulnérabilité. Il faut définir les vulnérabilités, il faut également donc identifier les gens qui en couvrent, qui en souffrent. On a des pistes, donc on contacte les médecins qui connaissent évidemment donc leurs patients, et ils ont la possibilité de dire, mais voilà, telle personne est vulnérable, telle personne ne l'est pas. Bon, ça c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est de s'adresser donc aux hôpitaux. Et des gens qui souffrent de maladies chroniques, maladies graves, généralement se rendent dans les hôpitaux de façon régulière et sont connus des hôpitaux. Donc c'est une deuxième façon de pouvoir identifier les gens. Est-ce que certaines personnes vont se faire vacciner pour, à titre d'exemple, politique, sportif? Non. Nous ne voulons pas créer de vaccination VIP, de vaccination de privilégiés. C'est la raison pour laquelle nous avons établi ces 6 phases. Donc on va s'en tenir à ces 6 phases. Voilà, donc personne ne passera devant les autres. Va-t-on introduire une carte de vaccination numérique? Alors, ici, donc, nous avons le carnet de vaccination. Ça fait déjà longtemps, évidemment, qu'on essaie de moderniser. On a pensé notamment à une forme électronique du carnet de vaccination. Mais ce n'est pas spécifique pour le moment, ça n'a rien à voir avec le Covid ou la vaccination contre le Covid. On est en train de travailler sur une numérisation du système, effectivement. Ça m'étonnerait que l'on arrive en tout cas donc, à supprimer le petit papier jaune que tout le monde connaît pour le remplacer par quelque chose d'électronique dans le courant de l'année. Voilà. Ce n'est pas ici un certificat de vaccination qui pourrait être utilisé pour accéder donc à telle ou telle activité. Nous avons l'intention de remplacer le vieux carnet de vaccination par quelque chose d'un petit peu plus moderne. Mais bon, on n'a pas de calendrier spécifique et ça n'a rien à voir non plus avec le Covid.
Alors, une question suivante. Mon médecin m'a fourni un certificat de vulnérabilité. Que dois-je en faire? Mais en fait, vous ne pouvez pas en faire grand-chose, parce que dans la première phase, la vulnérabilité n'est pas encore prise en considération. Et deuxièmement, comme on l'a dit, donc il faut en discuter avec les médecins, avec les hôpitaux, de manière à pouvoir identifier donc les meilleures possibilités. Donc dans la deuxième phase, nous allons communiquer et nous allons donc expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire pour pouvoir être identifiés donc en fonction de leur maladie, de leur pathologie, et voir comment ils seront classés en termes de priorité. Et donc à ce moment-là, le certificat de vulnérabilité sera peut-être utile, mais pas pour le moment. Alors concernant les phases, est-ce que vous avez donc une idée précise du calendrier des phases? Quand vont-elles démarrer? Alors, nous n'avons pas encore de calendrier pour la raison que j'ai précisée tout à l'heure, c'est qu'il y a encore un certain nombre d'inconnus. Les phases vont se suivre. Dès qu'une phase sera bouclée, nous allons entamer la suivante. Maintenant, quand la première phase va-t-elle se boucler, se terminer? Bien, on n'en sait rien pour le moment. On attend les doses. Nous n'avons pas pour le moment des quantités suffisantes pour aller plus vite. Donc, nous dépendons évidemment de la politique de logistique de ces entreprises. Et voilà, c'est ça qui détermine la vitesse et le rythme auquel nous pouvons donc assurer cette vaccination. Donc pour le moment, nous ne pouvons pas encore vous dire précisément quelles seront les quantités dont nous disposerons et quand nous allons pouvoir les utiliser. Alors par rapport aux vaccins, donc les gens qui ont notamment la sclérose en plaques, donc où est-ce que ce type de vaccin correspond? Donc il n'y a pas de contre-indication dans les 3 vaccins dont nous avons parlé jusqu'à présent. Donc les 3 sont équivalents. Bon, c'est une bonne nouvelle aussi. Est-ce que je peux éventuellement donc reporter mon deuxième rendez-vous? En principe, non. Bon, ça c'est la règle générale. Vous avez donc un deuxième rendez-vous qui est déterminé, qui est fixé donc au moment où vous recevez votre première injection. Et avec la plupart des vaccins, effectivement, il faut le préciser peut-être, parce que c'est peut-être pas si évident que ça, mais les vaccins, donc ici, nécessitent systématiquement donc 2 injections. Peut-être que plus tard, nous aurons des vaccins qui fonctionnent avec une seule injection. Mais à partir du moment donc, où vous passez par un centre de vaccination, vous allez automatiquement donc recevoir un deuxième rendez-vous, en principe donc 28 jours après la première injection. Donc en principe, on ne peut pas reporter ce rendez-vous, sauf exception particulière. Si vous êtes malade, vous avez un accident, voilà. S'il y a un phénomène particulier, un cas de force majeure qui fait que vous ne pouvez pas vous présenter, donc à ce moment-là, évidemment, on pourra appeler donc, le numéro vert du centre de vaccination et reporter le rendez-vous. Mais la règle ici, c'est que les gens doivent respecter le rendez-vous et il n'y a que de cette façon-là que la vaccination va pouvoir se faire correctement. Sinon, si vous avez des centaines de personnes qui se rendent dans un centre de vaccination, je dis des centaines, mais peut-être des milliers de personnes, et qui toutes veulent reporter leur rendez-vous, ça risque de devenir assez compliqué. Alors, une question également, donc les gens de plus de 65 ans vont-ils également bénéficier d'AstraZeneca? Nous attendons AstraZeneca a lancé un certain nombre d'études. Nous allons voir ici au Luxembourg et ce qui se fait également donc à l'étranger. Le Conseil supérieur des maladies infectieuses également, donc c'est un regroupement d'experts qui conseille le gouvernement. Donc nous allons voir quel est leur avis à relativement court terme, demain ou après-demain, donc pour voir quelles sont les indications par rapport à l'utilisation de ce vaccin. Nous allons recevoir des précisions complémentaires. Qu'en est-il des gens qui ont de l'anémie? Alors, l'anémie, c'est tout un concept, évidemment. Vous avez des tas de gens qui souffrent d'anémie. Vous avez des gens qui ont un manque de fer dans le sang. Vous en avez d'autres qui ont des leucémies, etc. Donc ça, c'est évidemment beaucoup plus grave. Et donc, du coup, ils vont aussi peut-être souffrir de ce type d'anémie. Donc, on ne sait pas trop ce qu'est l'anémie. L'anémie, en principe, n'est pas une contre-indication. Donc, on peut vacciner, il n'y a pas de problème. Si vous avez même une maladie grave comme la leucémie, je dirais que ce serait même d'ailleurs une raison supplémentaire de se faire vacciner parce que vous entrez dans cette catégorie des gens vulnérables et prioritaires. Alors une fois qu'on est vacciné, est-ce que l'on ne peut plus transmettre le virus? Est-ce qu'il est impossible donc de contaminer d'autres personnes?
Alors, très honnêtement, nous n'en savons rien pour le moment. En tout cas, pas précisément. Nous avons différentes indications, mais on ne sait pas précisément. Donc, ce que l'on sait, c'est que le vaccin va éviter les formes graves de la maladie. Donc, vous avez la possibilité, évidemment, d'être infecté, mais vous n'aurez pas de complications. En fait, c'est ça le principe, hein, c'est que vous ne vous retrouviez pas à l'hôpital et que vous ne mouriez pas non plus des conséquences ou des suites du Covid. Alors, est-ce que l'on peut être infecté? On n'en sait rien précisément. Est-ce que l'on peut aussi infecter d'autres personnes? On ne sait pas précisément non plus. D'ailleurs, si vous êtes vacciné, je tiens à insister là-dessus, vous devez continuer donc à respecter les mesures barrières parce que vous avez toujours la possibilité donc de contaminer d'autres personnes ou même d'avoir le virus vous-même. Donc la vaccination, hein, ce n'est pas je suis vacciné, je peux retourner à ma vie d'avant. Non, non, il y a encore un certain nombre de restrictions qui vont durer un certain temps. Bon, on n'a pas encore d'indications particulières sur la durée, mais par rapport à la fréquence de la transmission, etc. Donc on ne sait pas comment ça se passe. Il semblerait que la transmission donc ralentisse, mais il faut attendre encore quelques semaines avant d'avoir des statistiques. Est-ce que la vaccination va devenir obligatoire? Alors, ici, donc, au Luxembourg, on n'y pense pas. Nous allons essayer évidemment de convaincre un maximum de personnes, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, de se faire vacciner. Bon, parce que nous sommes convaincus que c'est la meilleure façon de pouvoir faire reculer la pandémie. Mais pour le moment, donc, nous estimons que ce n'est pas la peine d'obliger cette vaccination. Nous ne voulons pas non plus polariser les doutes, notamment donc, par rapport à ça. Nous voulons que les gens se sentent libres, qu'ils soient d'abord bien informés, et qu'ils se sentent libres ensuite de se faire vacciner ou de refuser la vaccination. Est-ce que l'on ne risque pas à ce moment-là donc d'avoir quelques difficultés par rapport au voyage notamment? Alors, indirectement, oui, mais bon, si un pays n'exige pas dans sa politique, donc si n'exige pas que les gens soient vaccinés, évidemment c'est une chose. Maintenant, si une compagnie aérienne l'exige, c'est autre chose. C'est un autre débat, de toute façon. Ici, nous ne voulons pas donc mettre en place une politique obligatoire de vaccination. Alors, à partir de quand puis-je me faire vacciner si j'étais positif en décembre, fin décembre? Alors, même si vous avez donc été contaminé, vous avez la possibilité de vous faire vacciner. Quand vous êtes même dans les... Bon, il y a des gens qui ne savent pas d'ailleurs, qui sont contaminés, qui sont infectés, qui n'ont pas des formes graves de la maladie. Néanmoins, bon, les gens qui sont malades, évidemment, restez chez vous, ne vous rendez pas dans un centre de vaccination, pas par principe de précaution, donc attendez 2 semaines et puis vous avez la possibilité de vous faire vacciner juste après. Que pouvez-vous dire du vaccin russe, le Sputnik? Alors, c'est un débat qui est assez brûlant pour le moment parce que c'est un vaccin qui est disponible. C'était le premier d'ailleurs qui était lancé sur le marché. D'après les données qui ont été publiées, il semblerait que ce soit assez encourageant d'ailleurs. Bon, il faut ajouter que nous n'avons pas énormément de détails par rapport aux études qui ont été réalisées en Russie et que nous sommes dans une situation donc aujourd'hui où l'Union européenne et l'agence médicale n'a pas encore approuvé ce vaccin et n'a pas reçu non plus de demande du producteur. Si le producteur demande l'autorisation donc de lancer son vaccin sur le marché européen, il faudrait évidemment qu'il fournisse toutes les données. Et si les données sont bonnes, c'est un vaccin qui peut très bien être utilisé ici donc dans l'Union européenne. Il a besoin tout simplement d'être autorisé. Donc pour le moment, donc, vous n'aurez pas de Sputnik dans le corps. Quel pourcentage de la population doit être vacciné pour que ça puisse véritablement se solder par une réduction des hospitalisations, du nombre d'hospitalisations? Alors, en fait, on peut spéculer énormément. Donc,
Le personnel de santé donc, doit être vacciné de façon prioritaire, mais également donc, les personnes les plus âgées et les personnes dans les maisons de retraite, parce que nous savons malheureusement que ce sont ces personnes-là qui sont le plus exposées donc, au Covid, celles qui sont le plus souvent hospitalisées et malheureusement aussi celles qui très souvent en décèdent. Et si cette population donc, est protégée, à peu près 6000 personnes, donc ici au Luxembourg, ce sera déjà pas mal et je pense que cela aura un impact également sur le nombre d'hospitalisations et sur la mortalité également. Donc à court terme, je dirais que nous sommes assez optimistes. Nous pensons que ça va effectivement donc avoir un effet. Et puis, est-ce que je peux choisir où je veux me faire vacciner? Oui, si on prend le rendez-vous, on peut le choisir si plus de centres de vaccination sont ouverts. Plus tard, donc, quand il y aura plus de centres de vaccination, c'est comme pour le large-scale testing, on pourra prendre un rendez-vous là où ça arrange le mieux. Nous avons aussi préparé une vidéo où on voit comment cela va se dérouler dans un centre de vaccination. Donc voici le déroulement. Vous vous rendez au centre de vaccination pour votre rendez-vous. Vous préparez vos documents, la carte d'identification, la carte de la Caisse nationale de santé. Vous avez ensuite un entretien avec un médecin. Ensuite, vous êtes vacciné. Vous recevez votre certificat de vaccination et votre deuxième rendez-vous. Ensuite, vous attendez 15 minutes dans un centre de récupération. Je veux me faire vacciner. La vaccination est gratuite. Et nous continuons tout de suite avec les questions qui nous ont été envoyées. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de médecins qui refusent la vaccination ou qui ne la recommandent pas? Donc honnêtement, il n'y en a pas tellement. Si on regarde cela de manière objective, je sais qu'il y a des chiffres qui ont circulé avec les rendez-vous qui ont été pris dans les centres de vaccination. Aussi pour les professions de santé, on a vu qu'il a fallu attendre un certain moment avant de voir les chiffres augmenter. C'est normal, mais cela ne veut pas dire que ces gens ne veulent pas être vaccinés. Pour nous, les médecins et les professions de la santé sont extrêmement importantes parce que ce sont nos ambassadeurs par rapport aux patients. Et pour cette raison, nous avons lancé de nombreuses campagnes d'information avec des webinars où nous parlons avec les médecins. C'est aussi une question d'information. Les médecins ont aussi besoin d'informations. Ils les ont parce qu'ils lisent les magazines spécialisés et ils n'ont pas toujours le temps de faire des recherches. Et comme nous leur fournissons l'information, je pense que nous pouvons rentrer dans un dialogue et répondre à leurs questions. Est-ce que les vaccins sont aussi sûrs contre les nouveaux variants de la Covid? Oui, jusqu'ici, nous avons surtout 2 nouveaux variants. Le variant britannique, et là, le vaccin fonctionne bien. Nous avons un deuxième variant qui nous préoccupe, le variant sud-africain. Là, les données ne sont pas encore solides, mais apparemment, en tout cas, la protection du vaccin fonctionne. Mais là, nous attendons encore des recommandations. Une autre question, est-ce qu'il y a des restrictions à l'avenir pour des gens qui ne sont pas vaccinés? Non, ce n'est pas le cas actuellement. Donc c'est aussi une raison pour laquelle nous n'envisageons pas d'introduire une obligation de vaccination. Notre objectif consiste à avoir beaucoup de gens qui vont se faire vacciner pour maîtriser cette pandémie et pour ne pas nous retrouver dans une telle discussion. Donc le docteur Schmidt vient de le dire, les personnes les plus exposées, bon, là, pour les résidents des maisons de retraite, c'est la catégorie qui nous a beaucoup préoccupés. Là, nous avons fait des progrès
plus de la moitié du personnel ou des personnes dans ces centres sont déjà vaccinées. Est-ce que je peux prendre un rendez-vous par téléphone? Oui. Est-ce que des personnes avec des migraines chroniques peuvent être vaccinées? Oui, aussi une réponse rapide. Un des effets secondaires des vaccins, c'est qu'on peut avoir des maux de tête le jour suivant. Pour les personnes qui souffrent de migraines, c'est tout simplement un effet secondaire banal. Là, on ne doit pas avoir peur. Combien coûte une dose de vaccin pour l'État? Oh, je ne suis pas trésorier. Eh bien, je pense que les chiffres circulent depuis des semaines, parce qu'à l'étranger aussi, on en a parlé de quelques euros par dose de vaccin, mais il faut savoir que c'est l'organisation qui est la plus chère, le personnel qui doit être payé, c'est beaucoup plus cher que le vaccin en lui-même. Une autre question, quels sont les risques du vaccin pour les mamans qui allaitent? Il n'y a pas de contre-indication absolue. C'est seulement par principe de précaution que ce n'est peut-être pas le moment idéal, si on allaite, de se faire vacciner. Alors on peut attendre un moment. Donc il vaut mieux attendre cette phase de l'allaitement et alors on peut se faire vacciner sans souci. Mais encore une fois, a priori, il n'y a pas de contre-indication. C'est aussi la question de savoir si une femme enceinte ne devrait pas se faire vacciner par principe de précaution. Elle ne devrait pas le faire, mais si elle l'a fait sans savoir qu'elle était enceinte, alors ce n'est certainement pas une catastrophe et il n'y a aucune contre-indication. C'est réconfortant. Est-ce qu'on sait déjà pendant combien de temps la protection du vaccin est réelle? Bon, on ne le sait pas. Nous avons une série d'indications. Ces vaccins n'existent encore que depuis quelques mois. Et ce qui est certain, c'est que tout ce qui dépasse quelques mois, là, nous n'avons pas d'informations, mais nous sommes optimistes. La protection va durer pendant un certain temps. Mais encore une fois, les informations définitives, nous les aurons dans quelques mois. Combien de pourcents de la population doivent être vaccinés pour que les restrictions que nous attendons tous soient levées? Eh bien, il y a encore trop d'inconnus. À ce jour, on ne sait pas encore pendant quelle période la protection sera réelle. Donc, nous ne pouvons pas prendre de décision en fonction de cela. Ce serait bien si on avait des dates de vaccination, puis on dirait à telle ou telle date, il y aura un autre phénomène, mais c'est trop compliqué pour évaluer globalement la situation avec tous les facteurs que nous pouvons prendre en considération. Donc, c'est une histoire beaucoup plus compliquée encore pour l'instant. Et à partir de quel pourcentage de personnes vaccinées on peut lever l'obligation du port de masque dans les écoles? Honnêtement, ce sont des questions que tout le monde se pose, mais pour l'instant, nous ne le savons pas. Il faut voir comment les choses vont évoluer. Et c'est important d'avoir des informations pour voir si le virus est encore contagieux après la vaccination. Ce sont des facteurs qui jouent un rôle, mais c'est trop tôt pour répondre. Pendant combien de temps est-ce que je serai immunisé si j'ai eu la COVID et quand est-ce que je peux me faire vacciner après ma contamination? Après une infection naturelle, ce n'est pas long. Nous avons une grande étude anglaise avec plus de 300 000 personnes où on a vu que pour 25% des gens, il n'y avait plus d'anticorps après 6 mois. Pour les autres, les taux ont fortement diminué. Donc, cela ne tient pas très longtemps. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Et avec quelle rapidité est-ce qu'on peut se faire vacciner après une contamination? Bon, il vaut mieux attendre par principe de précaution. La situation en Allemagne, et pour un résident allemand,
Est-ce qu'il peut se faire vacciner à Luxembourg? Non, en Allemagne, à l'exception, avec l'exception si on travaille dans le secteur sanitaire. Ce n'est pas le problème du pays où on est assuré, mais c'est dans la logique de l'attribution de la quantité de vaccins qui est attribuée aux différents pays. Donc surtout les résidents, c'est le chiffre qui est déterminant pour les quantités de vaccins qui sont attribués. Et cela répond à cette question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont décédés suite à des complications? Non, là on peut dire non. Il y a eu une discussion dans différents pays, surtout en Norvège, où on a vacciné des personnes très âgées qui étaient dans un mauvais état de santé. Il y a eu des décès dans les jours et les semaines qui ont suivi, mais on a fait une enquête du côté des autorités norvégiennes et européennes et il n'y a eu aucun lien avec la vaccination. Donc si on a des personnes très âgées, ils décèdent régulièrement, c'est la vie normale et cela n'a rien à voir avec la vaccination. Est-ce qu'on doit se faire vacciner tous les ans? C'est un peu la conséquence de ce que j'ai dit. Nous ne savons pas quelle est la durée de la protection du vaccin, donc pour l'instant on ne peut pas répondre à cette question. Est-ce que le personnel socio-éducatif et les instituteurs seront vaccinés plus tôt? Donc pour l'instant, les phases n'ont pas été attribuées en fonction des catégories professionnelles en raison de l'avis que nous avons reçu de la part du Conseil d'éthique. Nous avons classifié en fonction des groupes d'âge et des vulnérabilités. Donc une gradation en fonction du risque d'attraper le virus. Et donc pour l'instant, nous ne sommes pas encore dans une logique de catégorie professionnelle, à moins que ces catégories ne tombent dans la première phase, la logique du cordon sanitaire. Est-ce qu'on a besoin pour le vaccin Johnson & Johnson une seule dose? Effectivement, c'est le seul vaccin où une seule dose est prévue, en tout cas pour l'instant. Ce serait évidemment un énorme avantage pour réaliser la vaccination. Donc ce vaccin n'est pas encore disponible. Il n'y a pas encore eu de demande d'autorisation auprès de l'EMA. Mais nous nous attendons à ce que cela se passe dans les prochaines semaines. Et avec quelle rapidité est-ce que l'EMA peut réagir? Eh bien, l'EMA a prouvé dans les dernières semaines qu'elle peut réagir rapidement. Cela dépend évidemment aussi des dossiers, s'ils sont complets ou non. Mais en général, je dirais qu'en 3-4 semaines, toute cette procédure devrait être effectuée et il pourrait donner un avis favorable ou défavorable. Si nous partons d'un scénario optimiste, sans impasse de livraison pour le vaccin, quand est-ce que nous allons rentrer dans la phase 6? Nous ne le savons pas avec certitude et il faut être très prudent. Madame la ministre l'a dit, il ne faut pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir. Maintenant, si on est très optimiste, alors effectivement, le scénario est possible avant l'été. Mais encore une fois, il y a tellement d'inconnus que nous ne pouvons pas faire de promesses aujourd'hui. Si on prend des médicaments de sang, est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose? Oui, là, il faut informer le médecin avant la vaccination pour des différents anticoagulants. Il faut voir si on est bien équipé avec les vaccins. Et puis pour l'injection, il faut faire très attention pour utiliser pour éviter de provoquer des réactions dans le muscle. Est-ce que dans les maisons de retraite et dans des logements encadrés, tout le monde est vacciné? Oui, c'est le principe, à condition que la personne soit d'accord, parce que la vaccination est volontaire aussi. Dans les maisons de retraite, on a besoin de l'accord de la personne. On ne peut pas donner
l'accord, sans l'autorisation de la personne qui assume la responsabilité. Tous les résidents sont dans la catégorie 1 et donc effectivement, tout le monde est éligible pour cette catégorie. Est-ce que je suis prioritaire avec une sarcoïdose? Et dans quelle phase? En principe, non, à moins qu'il ne s'agisse d'une sarcoïdose pulmonaire qui pourrait avoir de fortes répercussions sur la respiration. Alors nous sommes dans le cadre d'une maladie pulmonaire grave, mais pour une sarcoïdose normale. Bon, en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une maladie de certains éléments du sang qui réagissent de manière atypique. C'est une maladie atypique qui peut se présenter sous différentes formes, de forme anodine jusqu'à une forme plus grave. Est-ce qu'à l'avenir, le vaccin sera produit en France? Il y a différents vaccins. On a aussi envisagé un produit français qui ne circule pas encore chez nous. Généralement, il y a différents pays qui produisent. Donc, ce n'est pas une question de principe si on va produire en France ou non. Il y a un vaccin, le Dr Schmidt. Val-d'Ours, c'est un produit... Oui, Sanofi a effectivement l'intention de développer un vaccin. Et maintenant, ils ont fait une offre à une autre firme pour les aider dans la production. Cela explique cette question. C'est tout à fait possible que les industries pharmaceutiques trouvent des arrangements pour rendre la production plus rapide et pour avoir recours à d'autres firmes pour produire le vaccin. Est-ce qu'on peut s'inscrire quelque part pour être vacciné plus tôt, volontairement? Non. Comment est-ce que une mRNA fonctionne dans des termes faciles? Bon, c'est difficile à expliquer. mRNA, c'est le code génétique pour les protéines sur lesquelles on va réagir et produire des anticorps. Pour un vaccin classique, on injecte... maintenant, on injecte surtout dans la cellule, c'est plus efficace et c'est plus facile à expliquer. Et pour cette raison, ces vaccins basent sur cette technique, mais c'est savoir ce qu'on va donner au début. La réaction immunitaire est identique et le résultat est le même. Il y a là différents variants, effectivement. Il y a le messenger RNA vaccin. Il y a Pfizer-BioNTech et Moderna, les deux premiers vaccins que nous avons reçus. AstraZeneca est légèrement différent. Il y a encore d'autres possibilités pour construire le vaccin. L'avantage du messenger RNA, c'est que c'est une technique facile qui peut rapidement être mise en place. Et c'est pour cela qu'ils ont été si rapides pour venir sur le marché. Mais c'est une technique qui s'adapte rapidement en cas de variant et c'est une technique qui n'a pas besoin de produits de renforcement dans les vaccins parce qu'il y a aussi des gens qui disent « je ne veux pas de vaccin avec un renforçant ». Et là, on a vraiment la garantie que pour le messenger RNA, il n'y a rien d'autre dans le vaccin. Est-ce qu'une entreprise peut acheter des vaccins et vacciner ses employés? Théoriquement, oui, mais en pratique, ils ne vont pas trouver de vaccin. Les vaccins ne sont pas disponibles dans le libre commerce nulle part au monde. Et actuellement, ce sont les autorités publiques qui contrôlent l'achat des vaccins. On achète sur le plan européen, donc il n'y a pas un individu qui pourrait acheter un vaccin. Que savez-vous des effets secondaires à moyen et à long terme? Là aussi, il faut être honnête. Nous avons quelques mois de recul avec ces vaccins. Nous ne pouvons rien dire sur le moyen et le long terme. Nous pouvons seulement, en nous basant sur ce que nous savons actuellement,
nous pouvons dire que la probabilité d'attraper des effets secondaires est extrêmement limitée. D'où tenez-vous vos informations pour savoir quelles sont les personnes vulnérables? Nous avons déjà eu une telle question, donc nous allons essayer d'obtenir ces informations par le biais des médecins et des hôpitaux qui pourraient éventuellement inviter les gens. Ce sera aussi une possibilité de passer par le médecin. Encore une question par rapport au vaccin. Est-ce que ce n'est pas plus dangereux de se faire vacciner AstraZeneca plutôt que d'attraper la COVID? Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Myélite, c'est une inflammation des nerfs. Et effectivement, dans toute une série de situations, on pourrait l'attraper si le muscle n'est plus stimulé, mais aussi pour des infections virales, on peut attraper la même chose. Donc une myélite en cas de grippe, si votre système immunitaire réagit mal. Donc cela n'a rien à voir avec le vaccin et donc il n'y a aucune contre-indication et il n'y a pas d'effet secondaire où on devrait avoir peur. Donc là aussi, on peut se faire vacciner avec de l'AstraZeneca. Est-ce que des maladies immunitaires peuvent aussi être exclues comme effet secondaire à long terme? Bien, pour l'instant, nous ne pouvons rien dire de définitif sur la base des informations que nous avons et tout en sachant que nous donnons les produits actuels aux gens, donc la probabilité est extrêmement réduite. Pour combien de personnes dans les maisons de vieillesse, combien de pourcents sont vaccinés dans les maisons de retraite et de vieillesse? Un peu plus de la moitié. Nous avançons bien dans les travaux avec nos équipes mobiles et nous avons dépassé la moitié. Et combien de personnes sur l'ensemble du personnel sanitaire? Là, nous n'avons pas encore de décompte parce que nous avons organisé la vaccination dans les hôpitaux. Je peux vous dire que là aussi, la moitié du personnel hospitalier est vacciné. Et dans les centres de vaccination, bon, nous sommes arrivés à 48% environ. Mais il nous faut encore une semaine pour pouvoir dresser un véritable bilan parce que les procédures sont encore en cours et sont comptabilisées de manière décentralisée. Est-ce qu'on exerce de la pression sur le personnel pour se faire vacciner? Non, je n'en ai pas encore entendu parler. J'espère que vraiment ils se font vacciner par conviction et je ne puis m'imaginer qu'il y ait de la pression. Est-ce que l'État peut mettre du vaccin à la disposition des entreprises? Pour des raisons pratiques, ce n'est pas possible. Le vaccin que nous avons actuellement doit être stocké de manière spéciale, donc nous travaillons surtout avec les centres de vaccination et un peu avec les ambulances et des équipes qui s'approvisionnent dans le centre de vaccination. En pratique, ce n'est pas possible parce que le vaccin doit être stocké de manière spéciale et doit être administré de manière spéciale. Là, l'État a une responsabilité pour surveiller la procédure pour que la chaîne du froid ne soit pas interrompue pour tout préparer, pour préparer les différentes doses. Pour l'instant, on ne peut organiser cela que de manière centralisée. Est-ce des inconnus pourraient modifier la stratégie de vaccination? Certainement. Pour cette raison, nous attendons toujours les autorisations nécessaires pour savoir quelles sont les indications autour d'un nouveau vaccin. Et maintenant, nous avons aussi l'avis de nos experts nationaux par rapport aux différents vaccins qui sont autorisés. Et évidemment, s'il devait s'avérer qu'un vaccin n'est pas approprié pour nos phases actuelles, alors nous devrons de nouveau en occuper pour voir quel sera l'impact et comment la priorisation pourrait se présenter par rapport à ce vaccin. C'est une question qui pourrait se poser dans les prochains jours pour AstraZeneca. Nous sommes bien préparés, c'est tout à fait possible qu'il y aura un impact. Est-ce que les assistants médicaux et les secrétaires ont été vaccinés dans la première phase? Oui, je pense que oui. Effectivement,
C'est le cas. Nous avons un petit problème. Nous n'avons pas de liste et nous sommes en train de voir avec les médecins, aussi pour d'autres professions qui ont du personnel, les pharmaciens par exemple. Nous essayons de voir comment nous pouvons identifier ces gens. Ce sera fait dans les prochains jours et ils auront aussi une invitation. Et quelles sont les informations que les médecins demandent dans les centres de vaccination? Eh bien, je n'ai pas eu de retour de la part des centres de vaccination. Effectivement, pour l'instant, je ne sais pas si on pense aux médecins qui vont dans les centres de vaccination. Non, c'est pour savoir quelles sont les questions posées aux patients, quelles sont les informations que je dois apporter. Eh bien, les médecins posent des questions sur des maladies chroniques, sur les médicaments qu'on prend, s'il y a des allergies connues, et aussi un peu plus de détails sur les différents éléments, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent avoir une allergie. Mais alors, on doit voir avec les questions de quel type d'allergie il s'agit. Est-ce que ce sont des allergies graves ou légères? Qu'est-ce qui s'est passé par le passé? Ce sont de telles questions qu'on pose. Et évidemment, si les gens ont quelque chose qui leur tient à cœur, s'ils ont une question, ils sont invités à la poser et à en parler avec le médecin. RTL a dit qu'on ne va pas établir de liste pour les personnes vaccinées. Est-ce que c'est le cas? Pour moi, la protection des données est très importante. Donc nous avons évidemment des données pour les gens qui sont vaccinés, ne fût-ce que pour les protéger eux-mêmes. Nous devons pouvoir les contacter en cas de problème. C'est comme pour un nouveau médicament. C'est important pour un nouveau vaccin d'avoir ces données. Mais cela n'a rien d'anormal. C'est la même chose pour d'autres vaccins où on doit quand même garder les données pendant un certain temps. Mais en tout cas, nous n'avons pas de liste de personnes qui n'ont pas été vaccinées. Et je ne sais pas, c'était la question, c'était de savoir s'il y a des listes avec des personnes qui ont été vaccinées. Il nous faut ces listes pendant un certain temps. Donc, ceci, c'est une vaccination recommandée par l'État et l'État a une certaine responsabilité. Donc, on appelle cela pharmacovigilance pour que cela se déroule de manière correcte. Donc, l'enregistrement d'éventuels effets secondaires, s'il devait y en avoir. Et donc, il faut savoir de quel vaccin il s'agit et de quel vaccin qu'on a reçu aujourd'hui pour recevoir pour obtenir des effets secondaires. Si on devait tomber malade, il faudrait voir d'abord si c'est en raison du vaccin ou non. Et c'est donc la pharmacovigilance qui veut que ce soit le médecin ou une autre profession médicale puisse remplir un questionnaire. Il y a des formulaires disponibles chez nous. On peut aussi les remplir soi-même si on ne veut pas passer par un médecin. Donc on peut aussi les demander auprès des centres de pharmacovigilance. À Luxembourg, nous avons un contrat de sous-traitance avec le centre de Nancy. Là, on a des interlocuteurs neutres si on avait quelques effets secondaires. Et à ce moment-là, une enquête est effectuée avec des experts indépendants pour voir s'il y a un effet secondaire probable, hautement probable entre la vaccination et l'effet secondaire. Et ensuite, on rentre seulement dans la discussion de savoir qui est responsable. Donc, au niveau de la responsabilité, il y a aussi une responsabilité de la part du producteur qui doit fournir un produit qui est conforme à ses promesses. Donc, la responsabilité pourrait aussi se trouver auprès de l'État ou du distributeur pour respecter la chaîne du froid. Il y a aussi une responsabilité pour le médecin qui a administré la vaccination de manière correcte. Et puis, il y a des mécanismes. Si tout le monde a travaillé de manière correcte, c'est quand même toujours possible qu'il y ait des anomalies. À ce moment-là, l'État peut intervenir et assumer des dommages-intérêts. Je voudrais encore compléter, c'était une question de la protection des données.
par rapport aux données que nous possédons sur les personnes vaccinées, nous avons de fortes restrictions. Ces données ne peuvent pas être utilisées à n'importe quelle fin. Il y a une réglementation très stricte et je peux calmer les gens. Du côté de la santé, nous avons des obligations très strictes dans le domaine de la protection des données. Il ne s'agit pas de données qu'on garde et qu'on peut partager avec quelqu'un d'autre. Non, là, il y a des dispositions légales très strictes pour savoir comment cela doit fonctionner pour assurer que la protection des données est assurée. Quels sont les effets secondaires qui ont suivi donc une injection de la deuxième dose? Alors, pour le moment, nous n'avons pas encore de cas significatifs ici au Luxembourg pour les gens qui ont été vaccinés, qui ont déjà reçu donc la deuxième dose. On pourrait s'attendre à des réactions localisées, type allergique, etc. Mais jusqu'à présent, donc rien ne nous a été signalé. En tout cas, rien d'extraordinaire. Bon, éventuellement une petite douleur là où on a reçu la piqûre, mais ça c'est normal. Un tout petit peu de fièvre ou des maux de tête, mais ça c'est banal également. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me faire vacciner par mon médecin traitant? Alors, dans la première phase, ce n'est pas encore prévu en raison de la logistique particulièrement complexe liée donc aux produits que nous recevons. Donc vous savez qu'il y a une chaîne du froid qui doit être respectée, qui est particulièrement difficile de respecter. Quand on utilisera d'autres types de vaccins qui sont peut-être plus simples à manipuler, donc à ce moment-là, effectivement, il sera peut-être possible de faire quelque chose. Il faut pour le moment donc pas que la chaîne du froid donc soit interrompue, mais avec d'autres produits qui seront peut-être plus faciles en termes de manutention. En tout cas, donc, il sera peut-être possible de se faire vacciner chez le médecin de famille. Pour le moment, ce sont des vaccins particulièrement fragiles, donc ce serait évidemment assez difficile de pouvoir le faire. Comment puis-je me rendre dans un centre de vaccination si je suis dépendant? Alors, là aussi, nous avons donc nos canaux normaux, entre guillemets, habituels, comme quand vous allez chez le médecin, etc. Donc, il faut voir avec les communes également, donc quelles sont les possibilités de transport, etc. Nous n'avons donc pas mis quelque chose de particulier donc en place. Il est possible d'organiser un transport. Bon, on travaille là-dessus également. Et bon, il faut aussi trouver donc un créneau horaire pour pouvoir se rendre chez le médecin, par exemple, pour des analyses, etc. Donc vous avez des possibilités de transport notamment et des créneaux horaires bien particuliers. Donc ici, ce sera pareil. Alors, quand va-t-on voir arriver donc un vaccin pour les enfants? Alors pour le moment, donc on n'utilise pas simplement parce qu'on n'a pas de données, ils n'ont pas été inclus dans les études. Il faut aussi comprendre que les enfants ne sont pas une priorité. Les risques de complications, les risques de décès augmentent avec l'âge. Et ce sont essentiellement les gens de plus de 70, 75 ans qui, eux, présentent des problèmes. Donc c'est pour ça qu'on a d'ailleurs essayé de développer un vaccin. Donc la question des enfants viendra quand il y aura des études qui seront faites sur le sujet. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore de données, donc on ne vaccine pas les enfants. Est-ce que l'on envisage également donc la création d'un passeport vaccinal international? Alors, il y a des travaux qui sont en cours, des discussions qui sont en cours au niveau européen. Je ne peux pas vous dire précisément donc, où nous en sommes actuellement. Dr Schmidt peut-être? Alors, c'est un débat qui est en cours. Ici, en Europe, au niveau international, je sais que l'OMS travaille là-dessus également. C'est de son ressort, mais ce n'est pas en œuvre pour le moment parce qu'il faut trouver un système qui serait valable pour la majorité des pays. Donc des pays développés qui disposent de solutions numériques, etc., c'est évidemment relativement facile. Il y a d'autres pays qui ne pourraient pas y arriver. Puis il faut également donc, un accord politique par rapport à la vaccination, etc. Donc ce sont des discussions et des débats extrêmement complexes.
Alors, est-ce que le vaccin va être indiqué ou retranscrit sur le carnet de vaccination? Donc, oui, c'est ce qu'on a pour le moment donc ici au Luxembourg, hein. Donc, on utilise un stylo et on met le nom du vaccin et la date sur le petit carnet jaune. Donc, vous allez recevoir effectivement donc une certification, un certificat qui vous montrera, oui, que vous avez été que vous avez été vacciné, donc et vous aurez la possibilité de le mettre sur le carnet. Beaucoup de questions pour AstraZeneca, donc c'est surtout pour les jeunes. C'est une recommandation. Donc ici, donc au Luxembourg, il faut attendre un petit peu. On attend évidemment d'avoir des données complémentaires. Enfin pas stocker puisque nous avons des jeunes qui travaillent notamment dans le secteur de santé, qui sont des personnes généralement de moins de 65 ans et qui ont donc la possibilité d'utiliser donc ce type de vaccin. Et dans les catégories vulnérables, vous avez également donc des gens qui conviennent, qui sont dans la bonne catégorie d'âge. Quand les jeunes de 18 à 25 ans et qui sont vulnérables auront-ils ou recevront-ils leur injection? Alors, ce sont deux choses différentes. Vous avez donc deux possibilités en quelque sorte. Vous avez donc celles et ceux qui ont des vulnérabilités qui sont dues à l'âge. Et donc on commence évidemment par le dessus de la pyramide des âges. Et puis vous avez également donc une voie parallèle en quelque sorte par rapport aux catégories de vulnérabilité. Donc en clair, on peut très bien donc intervenir, ça peut très bien intervenir donc dans la phase 2. Vous avez des jeunes également qui sont indépendamment de l'âge très vulnérables. Donc il faut bien comprendre évidemment que ce sont deux choses qui ne sont pas liées. Vous avez donc l'âge d'un côté, l'âge qui est considéré comme une vulnérabilité, puis vous avez les vulnérabilités qui, elles, sont définies, déterminées par une maladie en particulier. Comment est-il possible que le personnel administratif et clinique puisse passer donc à la première phase et les gens de plus de 75 ans uniquement à la deuxième? Alors, je peux commenter effectivement. Donc, on a expliqué tout à l'heure comment la décision a été prise. On commence par le personnel dans les hôpitaux. Pourquoi? Bien parce qu'il y a donc ainsi la création d'un cordon sanitaire autour donc de ces personnes vulnérables pour pouvoir les protéger. Vous avez donc par exemple les unités Covid. Donc vous avez évidemment le médecin qui a un risque, mais également donc les aides-soignants, les infirmières, infirmiers, le personnel d'entretien, les secrétaires, etc., qui sont en contact avec les patients aussi. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons inclus également le personnel administratif, et c'était également donc une recommandation de la Commission nationale d'éthique. Recevez-vous donc l'injection d'un infirmière ou d'un médecin? Alors, c'est une équipe, donc le médecin est là, puisque vous allez tout d'abord rencontrer donc un médecin qui va ensuite confirmer que vous avez la possibilité de vous faire vacciner, et la personne qui vous fait la petite piqûre est en principe l'infirmière ou l'infirmier. Alors, si l'on ne peut plus voyager dans certains pays parce qu'on n'est pas vacciné, que va-t-il se passer? Mais nous ne savons pas ce qui va se passer donc à l'avenir. Donc on peut déterminer évidemment qui entre et qui sort du Luxembourg. Maintenant, comment les autres pays gèrent la chose, ce n'est pas de notre ressort. Nous sommes tributaires des décisions de pays tiers. Combien de doses a-t-on reçues jusqu'à présent et pourquoi les choses ne vont-elles pas plus vite? Alors, les chiffres, je ne les connais pas par cœur, malheureusement. Alors pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite? Parce que le principe, donc, comme je l'ai dit, hein, c'est que chaque pays reçoit une certaine quantité, cette quantité est utilisée, donc, et ensuite les livraisons donc, arrivent, et voilà, ça va peut-être moins vite que ce que nous avions prévu au départ, mais bon, pour le moment, donc, on s'en sort relativement bien. Les livraisons arrivent de façon régulière. Mais bon, c'est une production c'est la production tout simplement qui n'est pas aussi élevée que ce qui avait été prévu au départ. C'est valable pour toute l'Europe puisque l'Europe achète pour l'ensemble des pays et chaque pays reçoit ensuite sa part.
Donc c'est vrai que ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Si la production ralentit, forcément, donc les livraisons ralentissent également. S'il y a des retards de livraison, c'est pareil, mais nous ne sommes pas... il n'y a pas que nous qui en souffrons quelque part. Les autres pays également donc, se retrouvent dans la même situation. Donc on est tous dans le même bateau actuellement, puisque nous sommes des partenaires européens. J'ai eu le Covid. Est-ce que je suis immunisé? Pourquoi devrais-je me faire vacciner? Alors, on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. L'immunité ne dure pas indéfiniment. Et après un certain temps, vous risquez d'être vulnérable donc, à de nouvelles infections. Nous avons d'ailleurs une documentation très claire qui montre que des gens qui avaient déjà eu le Covid l'ont eu une deuxième fois. Donc, c'est la raison pour laquelle nous recommandons cette vaccination. Alors, le certificat de vaccination que vous recevez, donc, qu'apporte-t-il? C'est une mesure administrative qui vous permet de documenter votre vaccination. Bon, c'est pour ça qu'on a également donc, le fameux carnet jaune avec l'historique de toutes les vaccinations donc, que vous avez eues, qui sont particulièrement importantes. Et quand vous avez besoin d'un suivi également, par rapport aux effets notamment, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Donc il faut que tout cela figure dans le dossier du patient, ce qui permettra d'avoir un suivi clair. Et en cas de maladie notamment, donc, ça permet donc, aux médecins de savoir précisément ce qui se passe. Et si vous allez donc chez un médecin qui vous pose des questions, il faut évidemment qu'il ait donc une vue d'ensemble sur votre historique médical. Alors, entre la première et la deuxième dose, je suis testé positif. Est-ce que je peux malgré tout donc recevoir la deuxième dose? Bon, je pense qu'on avait déjà répondu plus ou moins à la question tout à l'heure. C'est effectivement donc une situation qui peut arriver. Donc une personne qui reçoit la première dose, quelques jours après, elle est testée positive parce qu'elle est infectée. Donc c'est vrai qu'il faut entre 10 et 15 jours avant que le vaccin soit efficace. Donc il ne va pas être efficace tout de suite. Donc c'est tout à fait normal évidemment. Mais la personne a la possibilité de pouvoir recevoir la deuxième dose. Il ne faut surtout pas donc reporter le rendez-vous si vous êtes asymptomatique. Bon, si vous êtes évidemment malade, gravement malade, alors à ce moment-là, donc on va reporter le rendez-vous effectivement, et puis vous avez la possibilité de prendre contact directement donc avec le centre. Est-ce qu'on n'a pas prévu d'équipe mobile pour les gens dépendants qui ne sont pas transportables? Alors pour le moment, non. Les équipes mobiles, c'est uniquement donc dans des endroits où il y a beaucoup de personnes qui doivent être vaccinées. Donc pour le moment, on n'a pas encore eu le cas. Tout se fait donc dans les centres ainsi que dans les hôpitaux. La question de personnes qui ne peuvent pas être transportées, donc c'est une question qui avait déjà été abordée tout à l'heure. En principe, la situation pour ces personnes n'est pas différente de celle des autres. De toute façon, ces personnes doivent également parfois se présenter devant un médecin ou subir des soins médicaux ou des examens médicaux particuliers. Donc on essaie d'utiliser le même principe. Pour la deuxième dose, je suis en quarantaine, donc que puis-je faire? Donc pareil, appelez le numéro vert du centre de vaccination et voir comment on peut trouver une solution à la question, au problème. Pensez-vous que d'ici 2022, un nombre suffisant de personnes seront vaccinées? Oui. Si on me demande mon avis, oui, je pense, je suis même convaincu qu'on y arrivera avant 2022. Oui. Bon, vous êtes optimiste, c'est bien. Alors, étant donné que les enfants et les jeunes ne sont pas vaccinés, est-ce que ce n'est pas une forme de discrimination? Bon, c'est une question délicate. Comment définir la discrimination? Si on vaccine des enfants ou des jeunes sans aucune étude, sans aucune donnée, est-ce que ce n'est pas un problème? Éthiquement, ça pose problème en tout cas. Donc, personnellement, je pense que ce n'est pas plus grave peut-être que la petite discrimination dont on parlait tout à l'heure. Alors, doit-on encore faire donc, du testing à grande échelle si l'on est vacciné? Dr Schmidt, je pense, à son avis. Mais la vaccination ne change rien donc, à la maladie.
peut toujours transmettre donc un virus. On n'a pas encore de données par rapport à cette transmission. Donc il est important évidemment d'attendre d'avoir l'information. Si je suis vacciné, il faut quand même que je me fasse tester. Si le test est positif ou négatif, en fait c'est particulièrement important pour nous parce que ça nous permet de savoir ce qu'il en est. Et si on est vacciné et que l'on est effectivement infecté, c'est peut-être assez intéressant pour pouvoir notamment protéger l'entourage. Et donc, combien de temps le large scale testing va-t-il continuer? Donc, nous avons l'intention au moins de le mener jusqu'en été, mais il est possible également donc, de prolonger jusqu'en automne. Bon, nous sommes dans une situation particulière. Aujourd'hui, nous avons énormément de points d'interrogation, quelques réponses seulement. Donc, nous allons voir évidemment s'il faut poursuivre ou pas. Le large-scale testing nous permet en tout cas d'analyser une série d'inconnus plus rapidement. Donc je lance un appel, continuez à le faire, même si à première vue cela ne paraît pas logique. Il y a un intérêt pour nous tous pour tirer des enseignements. C'est ce que fait cette crise. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas et toutes les informations sont très précieuses pour faciliter la gestion. Si on décède après le vaccin, est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on l'inscrit automatiquement? Bon, l'information de la vaccination est disponible. Actuellement, cela concerne surtout les personnes âgées où tout est connu et s'il y avait un tel incident, on le dirait et nous suivons tous les effets secondaires desquels nous sommes informés. Et si on rate une vaccination dans une institution, est-ce qu'on va avoir une deuxième chance? Oui, c'est un souci que nous avons. Nous avons fixé les priorités et c'est toujours possible qu'on ait raté un rendez-vous. Et nous sommes en train de mettre en place une procédure qui permet aux gens, évidemment sur une base volontaire, ils devront s'activer, mais soyez patients, nous sommes en train de mettre quelque chose en place pour que les gens puissent s'exprimer, exprimer leur souhait d'être de nouveau invités. Et c'est ainsi que nous voyons la chose. Donc on ne doit pas trop se faire de soucis. Nous allons contacter les gens, mais ils devront, bon, ce n'est pas notre souhait de vouloir mener des listes pour les personnes non vaccinées, mais nous dirons aux gens que s'ils ne se font pas vacciner, qu'ils ont une possibilité de s'inscrire dans un mécanisme normal où ils pourraient recevoir une nouvelle invitation. Bon, c'est un bon droit pour tout le monde. Quand est-ce que le personnel de Huleftohim et de HELP est vacciné? Ce sont des professions de la santé comme les autres et ils sont vaccinés dans la première phase. Et il y a des gens qui se font des soucis parce qu'ils n'ont pas encore reçu d'invitation et nous expliquons cela. Nous invitons seulement si nous avons un vaccin et si nous avons la certitude qu'une livraison arrive. Donc les gens n'ont pas été tous invités en même temps, mais nous avons bon espoir avec les livraisons qui arrivent qu'on va pouvoir conclure la phase 1 dans les prochaines semaines. Pourquoi est-ce que les patients du cancer ne sont pas considérés comme étant vulnérables? Ils sont considérés comme étant vulnérables dans la phase 2, surtout les patients qui sont en traitement anti-cancer bon, ils seront prioritairement vaccinés dès que nous entrons dans la deuxième phase. Et puis les membres du CG10, est-ce qu'ils sont aussi vaccinés dans la première phase? Pas tous, mais ceux qui travaillent avec les patients, les ambulanciers par exemple, sont dans la première phase. La logique de la première phase du cordon sanitaire consiste à saisir les personnes qui travaillent autour des patients qui sont vraiment vulnérables, qui travaillent dans les hôpitaux et donc ces personnes-là, ces membres du CG10 ont aussi été saisis. Parmi quelle phase est-ce qu'on considère les gens avec le CMS? Il faudrait savoir de quoi il s'agit. Est-ce que la personne pourrait préciser?
il y a tellement d'abréviations en médecine, abréviations françaises ou allemandes. Donc encore une fois, veuillez nous envoyer encore une fois la question. Est-ce qu'à l'intérieur des phases pour personnes vulnérables, on procède quand même par catégorie d'âge? Dans les catégories des personnes âgées, non. Des personnes malades, pardon. Cela dépend un peu. Cela ne ferait aucun sens de structurer en fonction de l'âge. Pour des raisons pratiques, c'est difficile à faire. Et lorsque on est saisi dans une telle catégorie, on est rapidement invité. La personne qui a posé la question a précisé dans quelle phase est-ce que les gens qui ont une myasthénia, c'est une maladie neurologique. Je devrais vérifier à quel moment les maladies neurologiques sont vaccinées. Je pense que c'est dans la phase 4. Pourquoi est-ce qu'on demande le poids et la taille si on prend rendez-vous sur MyGuichet? Effectivement, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre spontanément. Il y a certainement une bonne raison, mais je dois m'informer moi-même. C'est une question typique qu'on se fait poser à chaque fois par le médecin. C'est dans un schéma classique. Mais je ne peux pas vous donner la raison médicale. Mais ça me rappelle une question classique lorsqu'on va voir son médecin. Donc il y a aussi des médicaments qui sont structurés en fonction du poids, mais pour le vaccin, ce n'est pas le cas. Il y a peut-être d'autres réflexions. Il faut que je m'informe. En fait, vous organisez, vous pouvez peut-être aussi vous informer, puis la personne pourra vous contacter par Facebook. Et oui, là, nous répondons aussi à des questions. Si je viens avec une personne qui n'est pas mobile pour une vaccination, est-ce que je dois prendre un congé ou est-ce que je suis libéré de mon travail? Il n'y a pas de disposition spécifique en période de Covid. Les règles normales du monde du travail sont appliquées, et aussi pour les différents types de congés qui existent. Mais rien de spécifique n'est prévu en période de Covid pour ce cas-là. Est-ce que le patron doit nous donner une liste des professionnels de santé? Nous avons une liste, cela figure dans les différentes lois, et ils doivent avoir une autorisation d'exercer. Et nous avons cette liste-là. Il n'y a pas à nous informer. La question se pose pour des professions moins réglementées. Une assistante d'un dentiste qui est aussi exposée évidemment dans son travail. Là, nous n'avons pas de relevé. Et là, nous allons le faire avec les médecins dentistes, avec les pharmaciens. Est-ce que le gouvernement et les députés sont vaccinés de manière prioritaire? Clairement, non. Est-ce que vous avez été vacciné? Non. Et je n'ai pas de vulnérabilité spéciale. Je suis dans la dernière catégorie. Est-ce que vous pensez que d'autres pays européens vont rendre la vaccination obligatoire? En période de corona, on ne sait pas ce qui va venir. Je ne connais pas de sérieuses réflexions européennes à ce niveau. Non, je n'ai pas encore entendu parler d'une telle tendance. C'était une discussion qui a été menée dans différents pays, mais la plupart des gouvernements et des politiciens ont réalisé qu'il est important de convaincre la population et de ne pas procéder par des lois et des obligations. Lorsqu'on est vacciné, est-ce qu'on peut contrôler les anticorps dans une analyse sanguine et qu'en est-il d'une autre analyse que celle des anticorps si on est contaminé? Il s'agit des mêmes anticorps et c'est la même analyse. Pourquoi est-ce que je ne puis pas choisir mon vaccin? C'est une question de raison pratique. Pour l'instant, nous avons peu
de vaccins. Nous prenons le vaccin disponible pour vacciner. Nous n'avons pas de réserve où on pourrait faire un choix. Et pour l'instant, ce choix est limité. Si plus tard, il devait y avoir des indications qui disent que pour un certain groupe de la population, un vaccin est plus approprié qu'un autre, alors on pourrait intégrer cela dans la discussion. Où est-ce que je peux vérifier ce qui se trouve dans le vaccin? Cela est publié. Allez sur le site de l'EMA, l'Agence européenne des médicaments. Tout est public. Actuellement, le délai est de 4 semaines entre 2 doses. Est-ce que ça va changer à l'avenir? Ce n'est pas prévu pour l'instant. Quand est-ce qu'une phase est considérée comme étant clôturée pour qu'une nouvelle phase puisse commencer? Eh bien, pour la première phase, pour les maisons de retraite et les maisons de soins, c'est relativement facile. Dès que nous aurons terminé avec nos équipes mobiles qui vont sur place avec les hôpitaux, nous allons dresser un bilan. Ils vont nous informer quand le personnel est vacciné. Nous sommes en contact régulier avec nos groupes de travail. Actuellement, on demande toujours des quantités. Aujourd'hui, donc, la moitié du personnel est vacciné, mais nous attendons des informations pour qu'ils nous disent quand tout le monde est vacciné. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore là parce qu'il y a encore plus de personnes dans la file d'attente qu'il n'y a de vaccins, mais je suppose que cela va être rapidement fait dans les prochaines semaines. Si la livraison arrive comme prévu dans les prochaines semaines, il se peut que la phase 1 soit terminée un peu plus tôt, mais bon, souvent ça vient différemment. Tout est toujours possible. Est-ce que je peux accompagner mes parents dans un centre de vaccination? Et évidemment, il ne faut pas que toute la famille vienne, mais il est clair que pour les personnes qui ont peur et qui seraient plus calmes si elles sont accompagnées par un membre de la famille ou pour des personnes âgées qui ont besoin d'aide, ce n'est pas un problème. Est-ce que les femmes peuvent perdre leur fertilité en raison d'un vaccin? Ce n'est pas le cas sur la base des données que nous possédons et il n'y a aucune indication pour dire que cela pourrait se passer. Je sais que de telles histoires sont répandues par les médias sociaux, mais il n'y a aucune indication pour cela. Qui sait déjà quels effets secondaires peuvent se produire? Je pense qu'il vaut mieux attendre. Bon, c'est une approche qu'on peut avoir et donc vous êtes libre de prendre votre propre décision. Il faut pondérer. D'un côté, on a un risque d'attraper une infection qui peut être mortelle. D'un autre côté, on a un risque théorique d'effets secondaires. Et tout le monde doit trouver sa propre balance aussi dans la discussion avec son médecin. Donc c'est une attitude qu'on peut avoir. Ces vaccins ont été développés avec une telle rapidité. Normalement, cela dure des années. C'est quand même suspect. Oui, je comprends que les gens se posent des questions. D'un autre côté, il y a toute une série de raisons pour lesquelles c'était aussi rapide. On n'a pas commencé à zéro. On avait déjà le virus SARS. Beaucoup de travaux de préparation ont déjà été faits. Il y a un autre virus, le MERS-6, c'était identique. Il y avait beaucoup de données. Et puis nous sommes dans une situation où la biotechnologie a énormément évolué au cours des dernières années. Puis nous avons évidemment une pandémie où tous les États ont mis d'énormes montants à disposition pour encourager la recherche qui dépend beaucoup du financement. Plus il y a d'argent, plus la recherche devient rapide. Et puis nous avons aussi une procédure d'enregistrement, une procédure réglementaire auprès de l'EMA qui était très, très souple, en ce sens que les producteurs ont pu produire des données progressives et non pas placer l'ensemble des données sur la table. Alors, ils ont eu beaucoup de temps pour analyser les informations progressives et ils ont rapidement pu attribuer les autorisations. Il y a toute une série d'explications pour la rapidité.
comment doit-on comprendre que les États-Unis et les Britanniques soient mieux placés au niveau de la vaccination que l'Union européenne? Il faut savoir que l'Union européenne a ses propres institutions et ses propres garanties, ses propres organes. Moi, personnellement, je suis content que ces organes prennent le temps nécessaire. Il faut leur faire confiance. C'est dans l'esprit d'un contrôle de qualité qui est assuré. On ne peut pas se comparer avec les États-Unis et les Britanniques. Nous sommes l'Union européenne avec une agence des médicaments qui doit accorder les autorisations. J'ai confiance dans ces institutions. Elles font un bon travail et les continents ne peuvent pas être comparés. Ils ont tous leur propre rythme. Nous avons des achats communs et je suis convaincu que si nous avions tous fait nos commandes tout seuls, nous aurions été dans une situation de concurrence et je pense qu'il faut faire confiance à nos institutions qui font leur travail en âme et conscience. C'est dans l'intérêt de nous tous que cela se déroule comme prévu et je pense qu'il ne faut pas considérer ceci comme étant une course. Pour moi, j'aurais plus de soucis si on jouait sur le temps. Et donc, il faut veiller à ce qu'on fasse un travail sérieux. Tout cela fait un sens. Je pense que nous voilà arrivés à la fin de cette session de questions-réponses. Je pense que nous avons eu des réponses à beaucoup de questions. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser sur Facebook. Une séance organisée par le ministère de la Santé où vous pourrez poser vos questions. Merci à vous d'avoir envoyé autant de questions. Grand merci aussi à vous, Madame Lehnert, et à vous, le Dr Schmidt, d'avoir répondu aux questions. Voilà. Pour vaccin ou non, c'est très important de respecter les mesures sanitaires, de porter le masque et j'espère que cette session de questions-réponses vous a été utile. Je vous souhaite encore une bonne soirée.